Pour construire concrètement la gouvernance du projet, il nous faut nous équiper de quelques outils et d'un espace pour que chacun et chacune puisse exercer sa part de pouvoir sur les décisions avec lesquelles il ou elle devra vivre. Au départ, si le groupe n'est pas trop important, une dizaine ou une quinzaine de personnes, il pourra s'organiser en un seul cercle décisionnel, souvent appelé la plénière ou le cercle général. La plénière étant donc l'endroit du pouvoir, puisque par définition, elle regroupe l'ensemble des membres du projet et qu'elle est le lieu de toutes les décisions. C'est dans cet espace que pourront se co-construire les sujets structurant le projet, la raison d'être, les valeurs, la philosophie du projet. Et c'est aussi dans cet espace que les grandes décisions pourront se prendre. Le choix des statuts, les aspects financiers et budgétaires, le type de construction ou de rénovation, le modèle économique du projet. Ce cercle de décision a néanmoins intérêt à déléguer une partie de son travail à des sous-groupes ou commissions. Les commissions ont des missions confiées par la plénière pour construire des propositions sur les différents sujets nécessaires au fonctionnement et au développement du projet. Ces propositions remonteront en plénière pour décision. Pour fonctionner, un cercle a besoin que certains rôles essentiels soient attribués. Élire ou choisir un facilitateur ou une facilitatrice, dont la fonction sera d'accompagner le groupe dans le cheminement de ses réflexions et de ses décisions, puis un ou une secrétaire pour garder la mémoire des décisions actées lors des réunions et d'assister le facilitateur ou la facilitatrice dans son travail. Enfin, ce binôme pourra avoir en charge et en responsabilité l'organisation matérielle et logistique des réunions, ainsi que la construction de l'ordre du jour. Structurer un cercle, c'est lui donner des bases saines de fonctionnement et offrir au groupe un cadre aidant. Attention, la facilitation, l'animation et le secrétariat dans ce type d'espace demandent des compétences particulières. Le groupe aura donc intérêt à prévoir que certaines personnes aillent faire des formations sur ces sujets. Le mode de prise de décision. Nous cherchons tous le moyen de nous mettre d'accord afin que nos décisions se transforment en une énergie d'action collective puissante. Être au clair sur un mode de prise de décision précis est un atout de taille pour un groupe qui construit un projet. L'art de décider ensemble est un des défis majeurs d'une gouvernance partagée. Il existe bon nombre de processus qui facilitent la décision collective. Mais que le mode choisi soit le vote majoritaire aux 2/3, le consensus ou le consentement, il est indispensable que le groupe puisse faire référence à un processus clair et indiscutable quand il aura à prendre des décisions à enjeu. Rester là encore dans une croyance que nous saurons prendre nos décisions en ouvrant simplement le débat jusqu'à ce que nous tombions d'accord est une illusion dont bon nombre de groupes ont fait les frais. Un processus très cadrant, clair dans ses étapes, indiscutable dans sa mise en œuvre et accepté de tous, bien sûr, est un vrai gage de sécurité. Travailler en confiance, nous investir pleinement et donc nous engager demande de la confiance. Et pour faciliter la construction de cette confiance, nous avons besoin d'un minimum de sécurité. Poser notre conscience et des mots sur ce dont chacun et chacune a besoin pour se sentir en sécurité permet la co-construction de ce cadre. Attention, le cadre de sécurité ne régulera pas systématiquement les comportements humains au sein du groupe. Il permet davantage d'oser traverser les zones de conflit que de les éviter. Un groupe, pour évoluer, rester créatif et vivant, a besoin de ces conflits comme énergie de mouvement. Un cadre de sécurité peut entre autres aborder les points suivants. Une charte relationnelle, simple, pour définir la façon dont nous souhaitons communiquer. Ce sujet a fait l'objet d'une vidéo présentée par Isabelle Desplat. La définition d'un processus d'inclusion pour les nouveaux arrivants. Quels sont les prérequis, les étapes nécessaires pour intégrer notre projet? Laurent Bouquet a également nourri ce sujet sur une vidéo précédente. La définition d'un processus de sortie ou comment puis-je quitter le projet? Un participant doit savoir comment il peut partir au moment où il s'engage. Et les membres du projet doivent savoir qu'un départ pourra être discuté au sein du groupe pour en définir les modalités et les conditions. Et enfin, se mettre d'accord sur un processus d'exclusion d'un membre dans le cas extrême où une personne mettrait le projet en danger. Si je m'investis et que je m'engage dans un projet, c'est pour qu'il vive et donc qu'il dure. Comment le groupe peut-il m'empêcher de nuire à cette pérennité dans l'hypothèse où je serais défaillant? Bon nombre de personnes sont souvent choquées par le thème d'exclusion. Par définition, il s'agit bien d'un processus qui passe par des étapes ayant pour objet d'envisager l'exclusion comme la dernière et ultime étape du processus.
Ce cadre nécessite souvent de mêler des aspects relationnels, juridiques, financiers. C'est donc un travail complexe. Il constitue en soi un exercice de groupe intéressant pour oser aborder des sujets délicats et donc créer du no. Attention, vouloir tout circonscrire au départ serait une erreur. Il s'agit ici de poser des règles qui évolueront nécessairement avec la vie et l'histoire du projet. Au bout d'un certain temps, la plénière peut devenir laborieuse et énergétivore, de par le nombre de participants qui peut atteindre 20 ou 30 personnes et du fait que l'on y traite tous les sujets préalablement débroussaillés par les commissions. Pour pallier à cet écueil du tout horizontal, la gouvernance du projet doit passer une étape essentielle, s'ouvrir à donner de la souveraineté et donc déléguer une part de son pouvoir décisionnel aux commissions. Les commissions deviennent alors des sous-cercles. Il s'agit de renforcer la plénière sur les quelques sujets de fond où le groupe considère indispensable que les décisions se prennent avec tous ses membres et de déléguer les autres sujets aux sous-cercles. Cela demande donc que la plénière définisse des périmètres d'autonomie clairs pour chaque cercle afin qu'ils soient souverains sur leur sujet. Cela va vous permettre d'alléger le travail de la plénière qui demande la disponibilité de tous, d'assurer des réunions qui ne traitent que des sujets où les membres présents sont directement concernés et motivés, et de gagner un temps précieux pour la mise en œuvre de décisions qui demandent de la réactivité. Accepter de lâcher le besoin naturel que tout le monde décide de tout est une grande étape dans la construction d'une gouvernance partagée. Accepter que je ne serai pas forcément consulté sur certains sujets et deuiller l'idée qu'une gouvernance partagée est exclusivement horizontale est une étape que beaucoup de groupes ont du mal à franchir. D'autres outils et d'autres façons de structurer une gouvernance en plusieurs cercles souverains existent, mais demandent une maturité du groupe qui se construira dans le temps. Alors ne grillons pas les étapes et regardons la gouvernance comme un chemin à construire pas à pas, en lien direct avec les besoins du moment. Quelques recommandations pour contourner les écueils, parce qu'il y en a. Les fondateurs de départ doivent d'abord comprendre profondément ce que signifie partager le pouvoir et qu'ils aient une véritable et sincère volonté de le faire dans ce mode. Démarrer un projet en remettant le pouvoir au centre est un aller simple. Une volonté de retour en arrière peut générer l'implosion du groupe. Le pouvoir peut s'offrir, mais il ne se reprend pas. Accepter d'investir aussi à cet endroit. L'élaboration et la mise en place d'une gouvernance demandent du temps, de l'énergie et de l'argent. N'hésitez pas à vous former aux différents outils choisis pour répondre aux défis de ce type de gouvernance. Faites-vous accompagner sur ce chemin. La mise en abîme des égos chahutés par ce type de fonctionnement demande un regard extérieur expérimenté et un accompagnement du groupe à dépasser ses résistances et ses freins aux changements profonds que nous invitent à faire ces nouvelles façons d'interagir. Bon nombre d'outils efficaces et puissants existent pour nous aider dans notre travail de structuration. En revanche, ils ne dissiperont pas les travers du facteur humain. Mais ils peuvent nous aider à réguler et cadrer nos égos, nous ouvrir à un véritable changement de posture. Une gouvernance et ses règles doivent être évolutives, vivantes et adaptées au projet et à son évolution. Faire des règles collectives un dogme inscrit dans le marbre est l'antithèse d'une gouvernance partagée. Le principe même de la gouvernance et de son fonctionnement doit permettre l'évolution des règles par un processus clair. Ne cherchons plus la meilleure décision, la solution parfaite qui permettrait d'anticiper tous les problèmes que nous aurons à traverser. Une gouvernance de qualité reste agile et permet une adaptation constante aux situations singulières que nous rencontrerons sur le chemin. Faire de la gouvernance un objet en soi peut aussi être un écueil. La gouvernance doit être au service du projet et non l'inverse. La gouvernance partagée peut vite être utilisée comme un outil de développement personnel et non plus pour développer le projet. Enfin, ce type de fonctionnement ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes pourront éventuellement quitter le projet.